Voilà. Une dizaine de commandos en route pour une opération de surveillance dans le parc national du Mont Péco. Les agents de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, vont traquer les exploitants agricoles clandestins. À peine la zone tampon franchie, les commandos repèrent des indices récents de présence humaine. Une pause est marquée. Les agents de l'OIPR vérifient si l'exploitant clandestin est encore sur place. Bon, c'est quelqu'un qui est venu entretenir son champ de façon clandestine et qui a abandonné son bidon d'eau et son bidon de pompage. Donc on va détruire ça. Nous détruisons les impenses rapidement, les empêcher de revenir encore. Donc, commandant, ça veut dire qu'il y a encore... Il y a encore de la présence humaine. Oui, bien sûr, mais un parc, c'est ça notre travail quotidien. La surveillance, c'est fait de façon quotidienne, tous les jours que nous serons là. Lorsque nous faisons quelque chose sans être là, dès qu'ils ne sont pas notre présence, ils sont tous dans le parc pour venir faire des activités. Il a su que nous sommes venus et il a abandonné. Donc on va détruire, on va continuer. Si ce parc fait l'objet d'une surveillance particulière, c'est parce qu'il a connu plus d'une décennie d'occupation par des exploitants agricoles clandestins. Résultat, plus de 2/3 des 34 000 hectares d'aires protégées a été détruite au profit des plantations. Quelques mètres plus loin, des bruits de présence humaine attirent l'attention du détachement. Une nouvelle cible pointe le nez. Cette fois, les agents de l'OIPR ne veulent pas rater l'occasion de l'appréhender. L'opération coup de main est alors mise en place pour prendre la cible en sandwich. À pas feutrés, les hommes en armes avancent au son des bruits produits par l'exploitant clandestin. À 10 mètres du sujet, les commandos lancent l'assaut. L'homme est pris en tenaille. Il était en pleine récolte de café dans une zone interdite. Quand on venait, on était sur la piste, on a entendu des voix, on a entendu des coups de machette et on a essayé de mettre un dispositif en place. On appelle ça le coup de main. Voyant qu'on entendait des bruits, on ne sait pas, on connaît la direction des bruits. Mais si on vient directement sur le bruit, le monsieur peut fuir. Donc on a mis une stratégie commando en place qu'on appelle le coup de main. Le coup de main, ça veut dire quoi? On fait appel à un renfort et puis on se scinde en deux équipes, en deux sous-équipes pour essayer de circonscrire la zone. Et on se rapproche. Les deux équipes se rapprochent un peu, à des pas feutrés, doucement, jusqu'à ce qu'on vienne appréhender le délinquant. C'est ce qui s'est passé. Interrogé sur sa présence dans le parc, l'homme se justifie. Tu ne sais pas que c'est Pâques. Hein? Tu connais pas qu'après des loulous là, c'est Pâques. Toi, tu sais pas. Ça là, c'est pour toi. Oui, c'est pour moi. Et puis tu sais pas. Moi, je parle que c'est devant quoi. Devant où? Il y a quoi qui est devant là-bas? Oui, j'ai classé, c'est devant. Classé, c'est devant. Ouais. Comment? Tiens là, ça fait combien de temps que tu es là? Quand on a attrapé Orémi là, toi tu étais là non? Non, on a parti sur Burkina. Sur Burkina? Ouais. Mais Chan là, c'est à quel âge? 27 comme ça. Et puis tu sais pas qu'est-ce là c'est Pâques? Bon,
Cacao là-bas, au pont, on n'a pas coupé là-bas. Devant là. C'est ça là, nous on connaît chez Parak. L'homme dit ne pas savoir qu'il se trouve à l'intérieur d'une aire protégée. Et pourtant, cette carte sur le GPS des agents prouve le contraire. Tout le couteau rouge là, c'est le parc national du Mont Peko. C'est la carte du parc national du Mont Peko. Vous voyez le petit cuisseur noir là, c'est notre position. Et quand je vais zoomer, vous allez voir, vous voyez, où j'ai marqué planteur. J'ai marqué planteur, c'est l'endroit où nous sommes actuellement. Nous sommes à l'intérieur. Donc vous voyez que nous sommes à l'intérieur du parc. Voilà. Donc quand il le dit, bon, on ne sait pas, il se base sur quoi, mais c'est pour cette raison que les gens ne veulent pas quitter ça. Ils sont là encore. Et quand on les prend, ils ne veulent pas reconnaître. Or, tout le monde sait, il y a eu les missions de sensibilisation. En 2020, une cinquantaine d'exploitants agricoles a été interpellés dans ce parc. Des paysans déterminés à recoloniser la zone. Mais qu'est-ce qui est plus difficile dans la surveillance de ce parc? Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est d'apprendre, c'est de faire comprendre aux populations qui ne doivent pas rentrer. La difficulté, elle est quotidienne. Il faut toujours être présent, il faut toujours lancer les patrouilles, il faut empêcher les gens d'entrer. Parce que le plus difficile, c'est de venir constater les dégâts. Il faut empêcher les gens vraiment de venir commettre le forfait. Et c'est notre premier rôle. Chaque jour, agents de l'OIPR et exploitants agricoles clandestins jouent au jeu du chat et à la souris. Mais le nombre réduit des commandos entrave l'efficacité de ces hommes sur le terrain. Vous avez combien d'hommes? On a une trentaine d'hommes sur le réseau de l'Ouest pour les brigades mobiles. Environ 30 commandos pour la zone Ouest. Quand on parle de la zone Ouest, c'est quoi exactement? La zone Ouest, c'est la zone qui regroupe le parc national du Mont Peko, le parc national du Mont Sangwe et la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, qui est la réserve frontalière qui fait la frontière entre la Guinée et le Libéria. D'accord. Est-ce qu'une trentaine de personnes peut sécuriser toutes ces zones? Bon, nous sommes toujours à la demande du 109 toujours, hein, parce qu'il n'y a pas de sécurité zéro. Voilà. On fait avec ceux qui sont là, avec les moyens que nous avons à notre disposition. L'interpellé du jour est conduit au poste pour répondre de ses actes. Merci mon commandant. D'abord, avant de rejoindre l'émission, mon commandant, nous sommes dans votre zone depuis ce matin. Nous sommes allés faire une patrouille anti-exploitation agricole. Et le résultat, c'est que nous avons eu un délinquant, un exploitant agricole, de la santé burkinabé, dans la zone de Bago, dans la zone sud du parc. Et comme la mission continue, nous sommes venus mettre à votre disposition pour la suite de la procédure. Donc nous continuons la mission. Donc, si c'est vraiment commandant. Mes encouragements à toute l'équipe et bonne suite de mission. Merci. Comme le temps presse, je vous libère. L'exploitant clandestin risque une peine pouvant aller de 2 mois à 2 ans de prison. Le lieutenant-colonel Albert Yao nous conduit à Bagowo, village situé à une dizaine de kilomètres de Dieukwé. C'est là où tout a commencé. C'est de là qu'Amadé Weremi a étendu sa domination et s'est enrichi. C'est le magasin de M. Amadé Weremi. En fait, toute la production de cacao qui sortait était du parc. Toute la production là était achetée par M. Amadé Weremi. Et à telle enseigne que dans les années 2013, il a pensé faire un magasin central. Et ce magasin, c'est celui que vous voyez. Parce que ce que vous ignorez, c'est que tous ceux à qui il avait vendu la forêt étaient d'office ses clients potentiels. C'est-à-dire tous ceux à qui il avait cédé la forêt devaient lui vendre la production de cacao. Amadé Weremi était un mécanicien dans ce village depuis de nombreuses années. Avant la crise qui a suscité son entrée dans le parc, il était un réparateur de vélos dans ce village, Bago. Voilà. Donc disons que c'est sa base, ce n'est pas quelqu'un qui est quitté ailleurs. Il était un des membres de cette population. Et il connaissait bien la forêt. Il connaissait la forêt, il n'y entrait pas avant, c'est disons comme on le dit, à quelque chose de malheur. Bon, c'est à la suite de la crise que peut-être l'idée lui est venue d'entrer. Je le dis comme ça, je ne connaissais pas ses idées personnelles qui l'animaient, mais c'est à la suite de la crise.
qu'il entrait. Sinon, c'était un riverain. Il devient en 2007 l'homme fort du Mont Péko. C'est lui qui octroyait les parcelles aux paysans. Pour mieux contrôler son business, Amadé Ouérémy crée un quartier général dans la forêt à 5 km de Bagowo. Ici, nous sommes sur l'ancien site de M. Amadé Ouérémy. Là, dans ces broussailles, était son puits. Vous voyez que la végétation a recolonisé. On voit quelques margelles. Ce mur que vous voyez, c'était la maison de ses épouses, ses 6 épouses. Ses 6 épouses. Vous voyez la longueur. Chaque épouse avait son compartiment. Voilà. À droite, comme vous constatez, c'était la maison de M. Ouérémy. Sa chambre, son salon. Vous voyez que certaines façades de la muraille qui sont tombées. Ici vivaient plus d'une centaine de personnes. Ses femmes, ses enfants ainsi que ses hommes de main. L'endroit aujourd'hui croule sous le poids du temps, car abandonné depuis 2016. En quelle année il s'était installé ici? Je parle, disons que le campement a été créé dans les années 2007. Et ensuite, les gens sont partis de là en 2016. Voilà. Comment ça s'est passé au déguerpissement? Bon, le déguerpissement, c'était une action qui a été lancée par l'État de Côte d'Ivoire. Et nous, au niveau de l'OIPR, lorsque nous arrivions, les gens avaient déjà déserté les coins. Ils ont eu le temps même d'enlever les tôles de leur maison. Ils sont partis. Mais il n'y a pas eu de déguerpissement en tant que tel. L'État a demandé aux gens de sortir et de les protéger. Et les gens sont partis sans violence, sans accroc. Celui qu'on a surnommé le Seigneur du Mont Péko a été arrêté le 18 mai 2016 par les forces de défense et de sécurité. Il est accusé d'avoir exécuté plus de 800 personnes alors qu'il était à la tête d'une milice lors de la crise post-électorale de 2011. 24 chefs d'accusation sont requis contre lui, dont meurtre, assassinat, crime de guerre, génocide. Au terme de son procès, il est condamné à la perpétuité. Que deviennent les ex-occupants du parc plus de 5 ans après l'arrestation du Seigneur du Mont Péko? Nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre eux. Zongo Adala, ex-infiltré du parc, a trouvé refuge à Petit Guiglo, un village contigu au parc. L'homme avait passé plus de 7 ans dans le Mont Péko. C'était 15 hectares, mais l'hôpital avait 10 hectares. C'est 5 hectares dans l'hôpital, oui. Mais les 15, vous avez payé combien? 150 000 francs par hectare. Donc, vous avez tout payé. Quand on a fini de payer, nous de payer deuxième double encore. Quand on a commencé à payer ça, c'est là où ils sont venus l'arrêter, on n'a pas pu continuer. Depuis, comme de nombreux exploitants expulsés, il doit trouver de nouvelles ressources. On a sorti, donc on ne sait pas comment il faut faire. C'est ça, moi aussi, j'ai venu prendre pour ça avec les baoulés là. Bon, de débrouiller un peu. Bon, c'est partagé en 3. Lui, il prend 2 parties, moi je prends 1 partie. Mais est-ce que vous gagnez l'argent déjà? On ne gagne pas l'argent, mais comment tu vas faire? Tu ne peux pas t'asseoir comme ça pour dire que tu ne vas pas faire. Si tu n'as pas fait ça aussi, ça va mieux que tu vas aller pour là. C'est ce qu'a fait, on est en train de faire ça là, sinon on gagnerait. Pour encourager le départ du Mont Péko, les autorités ivoiriennes lui ont apporté une aide alimentaire. Une aide loin d'être satisfaisante. Quels sont ceux qui sont venus vous quitter? Il y a les gens qui sont venus faire les changements. Et puis les ministres là, avec nos ambassades, là, ils sont venus ici. Ils ont fait les réunion avec nous pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils ont fermé les places nationales de Mont Péko quand ils n'ont pas sorti. Donc quand on a sorti, ils sont venus une fois pour nous venir nous donner du riz et puis haricots. À part ça, ces savons, ils sont venus nous donner. Moi j'ai gagné 5 savons. À part ça, on n'a rien gagné encore. Donc, vous n'avez pas eu d'argent, vous n'avez pas été accompagné? Même 5 francs, on n'a pas gagné. J'ai eu du riz, j'ai eu savon, je ne pas 5 savons. À part ça, on n'a rien gagné. C'est pas moi, on n'a rien gagné. À Michel Cros, autre recasement, nous rencontrons Sawadogo Abdoulaye, un ex-infiltré.
L'homme nous raconte comment il est entré au parc. Vous, c'est à quel moment vous êtes arrivé? Ici, c'est venu, c'est 2002. En 2002? C'est le temps de crise là que nous sachions non rentrer là-bas. Vous étiez où avant? C'est quitté au Burkina. Vous êtes quitté au Burkina? Ouais. Comment vous avez eu l'information qu'il y avait des champs ici? On est venu faire contrat. On vient regarder Bouchan, faire contrat. Bon. Si tu temps que tu es venu chercher, du temps qu'il y a une coin, il faut débrouiller. On va pour toi un peu. C'est pour cela qu'on a profité pour rentrer. Ces hommes ont-ils été abusés ou ont-ils voulu profiter de la crise qui a secoué le pays pour se faire une place au soleil? On ne savait pas, c'était un calagé, pas au travail. Mais quand on est rentré, ici on va rendre compte que vraiment c'est un complexe du gouvernement. En ce temps, c'est devenu, on est fatigué, on a tout fait dedans. Bon, voilà le problème. Difficile d'y répondre. Quoi qu'il en soit, le déguerpissement sonne pour ces ex-occupants la fin d'une ère. Je pense qu'on va faire contrat. Les jours qu'il n'y a pas bon contrat, tu fais un travail d'un jour, tel quel est, 1000 francs. Tu dois commencer à 8 heures, tu dois descendre 16 heures, 1000 francs. Où nous on s'en va maintenant même là, ah, vraiment c'est grave, c'est dur même pour nous. L'âme en peine, Sawadogo Abdoulaye espère néanmoins bénéficier d'une aide de l'État pour regagner son pays d'origine, le Burkina Faso comme certains de ses frères. Voilà la maison de mon frère, nous-mêmes, lui c'est mon voisin. On était ensemble, mais aujourd'hui il n'est plus là. Donc voilà l'autre. La personne qui n'est pas là. Tout ça était une maison, il y avait une personne qui habitait dedans. Aujourd'hui il n'est plus là. Voilà l'autre, voilà le troisième, voilà un quatrième qui est là. Et sur ils sont partis où? D'autres sont partis à San Pétrole, à Soubri, à Megui. Bon, vraiment, c'est difficile pour nous. C'est pas facile. Ils se sont retournés. Ils sont retournés. Aujourd'hui, on estime le couvert forestier ivoirien à un peu plus de 2 millions d'hectares, soit 9,2% du territoire national, selon un inventaire forestier et faunique national, IFFN. D'ici quelques années, si rien n'est fait, le couvert forestier pourrait disparaître. Et pour encourager la population à contribuer à la protection des parcs et réserves, une équipe de l'EIPR sillonne les campements à proximité du parc. Les nouvelles sont bonnes. Comme vous êtes un village qui est autour de notre parc, le parc national du Mont Péco, on peut dire que c'est vous qui suivez le parc. Parce que nous sommes jusqu'à Diokwe. C'est à vous qu'on a confié la surveillance du parc. Donc de temps en temps, nous venons vous voir pour vous saluer et puis vous donner les nouvelles aussi de Diokwe et puis vous dire merci par rapport à ce que vous faites. Ce matin, c'est le lieutenant-colonel Albert Yao, chef secteur du parc national du Mont Péco, qui rend visite à la population de Petit Guiglo. Nouvellement affecté dans la zone, l'homme est venu recenser les ex-exploitants agricoles clandestins qui vivent dans ce campement. Puisque vous avez fait des champs dans le parc, pendant un moment, les cacao même ont produit. Et puis on vous a dit que non, c'est un domaine de l'État. Et qu'il faut que vous quittez ces lieux-là. Ça fait mal, mais force reste à la loi. Vous aussi, vous êtes en infraction. C'est-à-dire le parc là, ce n'est pas votre domaine. Donc, même si les champs étaient dedans, les gens étaient obligés de sortir. Donc le gouvernement a décidé à ce qu'ils sortent. Ils sont sortis en 2016. Il y a eu des coins de recasement, c'est-à-dire des campements qu'on a appelés communément quartier Mont Péco. Voilà. Donc les gens qui sont sortis là, on est venu aujourd'hui pour faire, on est en train de faire un recensement par rapport à ces campements-là. Quels sont ceux qui sont restés dedans? Le chef secteur du parc national du Mont Péco profite de chaque occasion pour sensibiliser la population sur l'importance des parcs et réserves. Et puis il y a des forêts aussi que l'État a conservées pour qu'il y ait quelques bois, quelques animaux, éléphants, buffles, quelques bois, fraqués, framirés, iroko, dabema, pour que les enfants de nos enfants, 50 ans, 100 ans, 200 ans, puissent connaître que ça c'est un bois naturel. Voilà. Pour que les animaux aussi qui étaient dans ce milieu-là ne disparaissent pas totalement. Parce que vous vous souvenez, ceux qui ont fait les campements ici, là, ils imploraient Dieu même pour pas que les animaux viennent les manger. Mais aujourd'hui, on ne voit plus rien. Même serpents, même mille pattes, même là, à vos produits, vous pompez la main, on n'en voit plus. Escargot, mais on ne voit plus. Voilà.
Donc comme l'État, quand il fait un truc aujourd'hui, il pense à demain. C'est dans cette optique-là que l'État a décidé de laisser les forêts là. Plus de 5 ans après le déguerpissement, le parc national du Mont Péko met du temps à se reconstituer. Des champs de cacao et de café continuent toujours d'être entretenus par des exploitants agricoles clandestins. La sensibilisation reste un moyen efficace pour les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves de freiner ce fléau. Au cours des 60 dernières années, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert forestier. À ce jour, il ne reste que 13% des forêts classées et un peu plus de 32% des aires protégées.